En République démocratique du Congo, la question du changement ou révision de la Constitution s'invite à nouveau au débat de l'actualité politique, surtout après la dernière sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justement, c'est le sujet principal de ce nouveau numéro d'entretien sur votre télévision avec comme invité un cadre au sein du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Notre invité, c'est Maître Giresse Sanzala. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes juriste de formation. Ici, on vous prend comme acteur politique. Vous êtes de ceux qui sont autour de Martin Fayoulou, président du parti SID, je l'ai dit ici, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Vous êtes dans l'opposition en République démocratique du Congo. Alors, le 6 mai dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé une conférence de presse depuis la Cité de l'Union africaine. Conférence au cours de laquelle il a évoqué beaucoup de sujets. Sécurité, diplomatie, économie sociale, gouvernance. Parmi ces déclarations, ce que l'on retient notamment, c'est son avis sur le changement ou la révision de la Constitution. Vous avez suivi la conférence de presse du chef de l'État. Quelle est votre lecture ? Merci, Monsieur Alain, pour l'invitation. Bon, ce qu'il faut noter de manière ramassée concernant cette conférence de presse, c'est un rendez-vous manqué pour M. Tshisekedi au regard des attentes du peuple congolais. Le peuple congolais attendait du président de la République un message fort concernant la pacification du pays, parce qu'il faut d'admettre que c'est le problème le plus de pneus, parce que vous savez, lorsqu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas travailler, on ne peut pas développer le pays. Les gens attendaient le président de la République dans le sens de donner des signaux forts, sur cette question, de la paix dans l'Est du pays. Le retour de la paix, mais malheureusement, on a vu le président s'est focalisé sur son avenir politique. Il faut l'admettre, quand le chef de l'État dit que la guerre en l'Est, lui-même, il ne sait pas quand est-ce que ça va finir, il se remet en Dieu. Alors que, vous savez, quand on préside une nation, on est censé protéger. On protège qui? On protège le peuple. Lui qui est censé protéger le peuple, il se remet en Dieu. Moi, je suis fondamentalement chrétien. Je crois fermement en Dieu. Mais s'agissant de la gestion de l'affaire publique, nous avons besoin d'un homme qui doit être en mesure de rassurer et de diriger et de conduire la nation congolaise vers une destinée. Il n'a pas non plus été exclu dans sa communication les efforts consentis pour le retour de la paix, surtout lorsqu'il a introduit sa conférence de presse. Non, on a vu un président qui tâtonne. On n'a pas vu le président donner des signaux forts sur le retour de la paix. C'est vrai, il s'est focalise ou il compte beaucoup plus sur la diplomatie, les contrats avec les Américains. Et donc là, il faut noter ce que nous avons sous-traité. Lui a sous-traité notre sécurité. Et il faut aussi noter de la part des Américains comment est-ce qu'eux-mêmes, excusez-moi, ils perçoivent ces accords. Quand le président américain lui-même dit, moi j'étais là, ils sont venus, prenez des minéraux, sécurisez-nous. Bon, moi, je ne vois pas trop de sérieux dans ce traité. Mais on verra comment ça va aboutir. Mais pour revenir à votre question, ce que le président a abordé plusieurs questions, notamment sur le changement de la Constitution. Et là, il faut aller rapidement. Il faut rappeler au président de la République l'article 69 de la Constitution, qui impose au président ou lui demande de veiller au respect. Comme vous lisez l'article 69, l'alinéa 2, il est demandé au président de la République de veiller au respect de la Constitution. Et si vous descendez un tout petit peu, l'article 64, ou 74, lorsqu'il prête serment, il est demandé au président d'observer et de défendre la Constitution. Vous descendez un tout petit peu encore, il est demandé au président de la République de veiller à la sauvegarde de l'unité nationale. Donc nous demandons au président de la République, de manière claire, d'éviter en tout cas des questions qui divisent. Qu'est-ce qui divise le Congolais maintenant? Ce qui divise les Congolais, c'est que de voir un président élu, de la manière que vous connaissez, je ne vais pas y revenir, en train de considérer la guerre comme en Libye pour s'éterniser au pouvoir.
Et ça ne passera jamais. Il a été clair qu'il sera difficile, sans pour autant dire qu'il n'y aura jamais le retour de la paix d'ici 2028. Il a clairement dit qu'on ne saura pas organiser les élections. Déjà que ce n'est pas lui qui les organise. On n'organise pas les élections alors qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo. Et puis, à lui d'insister, parce que vous avez raison, il lui a prêté sur place des intentions de prendre la guerre comme à Libye. Il a dit, oui, mais comment je vais faire pour entrer en guerre contre moi-même et chercher un retour de la paix en République démocratique du Congo? Cher ami, il y a la Constitution qui réglemente tout. Dans ces pays, nous avons eu des élections avec des territoires occupés. En 2018, il y a eu élection, il y a eu des territoires qui n'ont pas participé. En 2023, lui-même, Tshisekedi a organisé des élections avec des territoires qui étaient occupés, qui demeurent encore occupés, Yamoussoukro ou Massissi. Donc, la question de ne pas organiser d'élections du fait que nos territoires, certains de nos territoires sont occupés, certains en Libye, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Parce qu'il y a un précédent. Il y a un précédent, nous avons eu des élections au moment où nos territoires... Ce n'est pas que nous sommes en train de négliger nos frères qui sont dans des territoires occupés. Nous compatissons de la manière la plus sincère. Mais la question, il est de voir la République demeurer sur la trajectoire démocratique. Donc, il faut conserver ces cycles-là. Chaque 5 ans, il doit y avoir des élections pour pérenniser l'élan démocratique. Donc, ce que nous considérons aujourd'hui, c'est vrai, le pays est attaqué, est adressé, mais la vérité aussi, c'est que l'effort du gouvernement dans l'armée pour que... La diplomatie, c'est bien, mais nous considérons que la vraie paix, c'est une paix qui provient de notre armée. Parce qu'en relation internationale entre des États, et les respects, c'est au regard de la puissance de l'armée qui est la vôtre. Donc nous considérons que M. Tshisekedi considère effectivement la guerre comme à Libye. La question du changement de la Constitution, on ne peut même pas évoquer. Parce que nous avons largement communiqué là-dessus, parce que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Mais il n'est pas prévu dans la Constitution les changements, tout simplement parce que la Constitution, c'est un instrument extrêmement important pour la stabilité d'un État, donc elle est donc appelée à la pérennité. Donc tous ceux qui pensent que la Constitution, ça peut changer pour que Tshisekedi demeure au pouvoir, ils se trompent, parce que le peuple congolais ne va pas cautionner encore... Révision ou changement, il y a un article de la Constitution qui permet au chef de l'État, en parlant de révision, l'article 218. De prendre l'initiative. D'ailleurs, c'est le premier alinéa, c'est lui le premier qui est cité comme personne qui peut entreprendre une initiative de ce genre. Il en a donc le droit. Absolument oui, absolument. Alain, ce qu'il faut noter, c'est que la Constitution n'est pas la Bible. La Constitution, c'est un document qui est appelé à évoluer avec l'évolution de la société. Et nous considérons qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des articles qui posent problème, notamment la question de la nationalité. Il y a des choses qu'on peut toucher. Mais la Constitution a prévu des matières qu'on ne peut pas toucher. C'est ça le vrai problème. Si vous posez la question à tous ces gens-là, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est comment réfléchir pour déverrouiller les articles qui font en sorte que les mandats présidentiels soient de 5 ans renouvelables une seule fois, et pour que Tshisekedi demeure au pouvoir en dehors de toute volonté populaire. Pensez-vous qu'il y a déjà une machine en marche côté pouvoir pour justement parvenir à cette fin? Oui, effectivement, il y a la machine, il y a des velléités. Aux déclarations du président de la République. Au-delà des déclarations, là, il s'est exprimé clairement. Les politiques aguerris, ils savent que Tshisekedi a dit clairement qu'il n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Ça, c'est clair. Il n'a pas non plus confirmé que c'est vraiment ça. Quand il dit je n'ai pas demandé troisième mandat, mais si le peuple veut, mais c'est quoi le peuple veut? Le peuple sait déjà, le peuple s'est exprimé lors du référendum de 2006. La Constitution, c'est la volonté populaire. Le peuple, excusez-moi, le peuple s'exprime encore, s'exprime comment? Mais pour parler de la machine, mais il y a un professeur des droits constitutionnels que nous respectons, c'est un aîné, Gaspard Paul. Il y a la loi sur l'organisation des référendums en République démocratique. Mais là c'est très clairement établi que le pouvoir veut... On en parlera d'ailleurs parce que lui, le député Gaspard dit
que ce n'est pas dans l'intention d'organiser un référendum dans l'immédiat. Et selon lui, la loi actuelle est obsolète en cette matière, qu'il faudra revoir les choses. On va y revenir, mais lorsqu'on parle de changement ou révision de la Constitution, ce n'est forcément pas pour créer à l'actuel chef de l'État un environnement de glissement pour s'éterniser au pouvoir. Peut-être que c'est pour mettre en place des dispositifs qui, par exemple, vont dissuader ceux qui prennent les armes pour attaquer le pays sous prétexte qu'il y a mauvaise gestion et un jour les voir dans les cortèges à Kinshasa comme membre du gouvernement. Est-ce que vous pensez que l'intention est clairement de permettre au président de la République de s'éterniser au pouvoir? L'intention, elle est manifeste. L'intention, elle est manifeste. Au regard de ses prises de pouvoir, lui-même le président Tshisekedi, au regard des prises de pouvoir de ses lieutenants, on sait voir que les gens ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. Je reviens sur ce que vous parlez de la révision de certains articles pour que ceux qui prennent les armes... Cher ami, vous savez, la Constitution réglemente la justice, le pouvoir judiciaire. Réglemente le pouvoir judiciaire. Ceux qui prennent les armes, ils commettent des infractions. Généralement, dans les cas d'espèce, ce sont des infractions militaires. C'est prévu dans le code pénal militaire. Donc, c'est prévu tout ça. Le président lui-même n'a même pas évoqué ce que vous parlez. Lui, à l'époque, il évoquait l'article 217, où il était établi que l'État congolais est prêt à céder une partie de sa souveraineté, tout et tout. Mais après explication, ils ont compris que ce n'était pas le problème. Ce n'était pas le problème. Et donc, maintenant, la question ou l'article ou les dispositions qui les embarrassent, c'est tout simplement l'article 220. Quand vous lisez, on va en parler, ou si vous voulez, la loi sur les référendums vise tout simplement à contourner ces articles pour donner un boulevard à Félix Tshisekedi de demeurer au pouvoir. Alors vous êtes SID, parti de Martin Fayulu, lui également votre leader, qui est également le coordonnateur de la plateforme politique Lamuka, a réagi à la conférence de presse du président. La conférence de presse du président, c'était le 6 mai. Martin Fayulu a eu à intervenir le vendredi 8 mai. Il s'oppose, lui, à un troisième mandat du président Tshisekedi. Il dit clairement que pour le président Tshisekedi, l'intention est d'avoir un troisième mandat. Martin Fayulu qui dit qu'il va même mobiliser, on sait qu'il est un mobilisateur de terrain, un opposant qui affronte le terrain. Il dit qu'il va mobiliser la population congolaise pour barrer la route à cette démarche à l'initiative, dit-il, du pouvoir en place. Est-ce que vous êtes du même avis que votre leader? Personnellement, oui. Moi, je suis cadre de l'SID. Le président fixe les lignes de conduite auxquelles on peut se soumettre. Mais la question n'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'avenir de la nation. Il ne faut pas parler de Martin Fayulu, d'une toute personne. Donc, c'est le peuple congolais qui ne veut pas. Pourquoi on doit s'élever à une opposition avant debout pour barrer la route à Félix Tshisekedi, cher ami? Nous avons connu dans ces pays des présidents qui ont fait 32 ans au pouvoir, Mobutu, où il y a eu la confiscation du pouvoir, il y a eu violation des droits et libertés fondamentaux. Les pays n'allaient pas. Et nous avons vu comment est-ce qu'il a fini. On a vu Joseph Kabila qui a fait 18 ans, il a organisé des élections. À la fin de son dernier mandat, il part des subterfuges, il a glissé. Et nous savons comment il est maintenant. Pour n'avoir pas respecté la Constitution en organisant les élections dans les délais. Et on ne veut pas pour Tshisekedi. Nous voulons avoir la République démérée. Avoir un deuxième président qui quitte le pouvoir. Un deuxième président, mais beaucoup plus de la République démérée sur la trajectoire démocratique. Parce que ça a été pris au prix des rivières de sang. Il y a des Congolais qui sont morts pour ça. Rappelez-vous, cher ami, il y a des gens qui ont pris des armes. Pourquoi ils avaient pris des armes? Ils n'aiment plus aujourd'hui qu'on parle des rébellions. Ils aiment qu'on parle de luttes armées. Ils ont pris des armes parce qu'ils ont considéré à l'époque. Heureusement aussi, ces gens aujourd'hui sont avec Félix Tshisekedi. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a pris des armes, il est avec Félix Tshisekedi. Et ces gens... Il y en a au sein du pouvoir comme dans l'opposition. Comme dans l'opposition, mais lui qui a pris les armes, je ne crois pas qu'il va être avec Tshisekedi dans ce combat. En tout cas, honnêtement, si je le prends comme ça, je ne vois pas. Il se respecte lui-même. Mais pourquoi nous voulons pas que ces pactes républicains soient rompus? Parce que, Alain, on ne veut plus avoir des hommes forts à la tête des États. Nous voulons avoir des institutions fortes. Et ces institutions fortes, ce seraient des institutions
qui respectent les lois du pays, parce que n'oubliez pas, Tshisekedi, comme le fait Etienne Tshisekedi de mémoire, il ne dirait que c'est l'état des droits. Mais si on vous demandait c'est quoi l'état des droits, l'état des droits, en quelques mots, c'est un état qui voit ses institutions encadrées par les règles des droits. Vous voyez? Donc moi, je ne vois pas les Congolais se laisser encore entraîner dans une sorte d'euphorie pour que tout simplement quelqu'un il veut demeurer indéfiniment Est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas, laisser les Congolais s'exprimer? Mais les Congolais s'est déjà exprimé à travers l'adoption de la Constitution du 18 février. Les Congolais s'est exprimé. Lisez l'exposé des motifs. Plusieurs années après, est-ce que les Congolais estiment toujours que cette Constitution est bonne? Elle peut rester sans être touchée, parce que dans le passé, il y a eu également quelques révisions. Je vous ai dit ici que la Constitution, ce n'est pas la Bible. Elle est donc appelée à évoluer avec l'évolution de la société. Je suis d'accord. Sauf qu'il y a des articles à ne pas toucher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la même Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Donc il y a des choses qu'on peut toucher, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi on ne peut pas toucher? On ne peut pas toucher parce que par le passé, nous avons vu des gens qui ont dirigé le pays, ils ont développé un sentiment de s'éterniser au pouvoir, et dans leur gestion, finalement, il y a eu des motivations beaucoup plus personnelles que l'intérêt populaire. Si je comprends bien, votre crainte, c'est que dans cette démarche soient cachées des motivations personnelles. Non, ce n'est pas qu'elles soient cachées, c'est établi que dans ces démarches-là, il y a des motivations personnelles. On veut tout simplement... Un nouveau mandat à la suite de la création d'une nouvelle république, peut-être? Non, suivez des gens de l'IDPS, ce n'est même pas d'un nouveau mandat. Cette constitution, on va la changer. Et Tshisekedi, jusqu'ici, n'a pas de mandat. Il a des missions. Vous voyez comment est-ce que les gens ils ont adopté ces narratifs? Ces gens-là ne représentent pas les institutions du pays. Hein. Ce sont des militants. Lui-même l'a dit lorsqu'on lui a posé la question. Vous venez de me poser la question sur ce qu'a dit le président Martin. Je t'ai répondu ici que quand le président dit pour nous, c'est l'État et nous prenons cela en considération, nous fonctionnons sur base de ça. Ce sont des choses qui sont dites dans leur état-major. Et il y a des gens qui les appellent des communicateurs. Parce qu'à cette même conférence de presse, une question a été posée au chef de l'État pour dire, mais est-ce que vous avez un mandat ou une mission? Parce que vos partisans parlent de mission pour justifier un besoin pour vous de rester, pas éternellement, de rester encore longtemps au pouvoir. Il a clairement dit qu'il n'était pas forcément d'accord avec, mais que c'était une manière peut-être pour ses partisans de chambrer l'opposition. À l'en croire, les intentions exactes de s'éterniser ne sont pas totalement établies. Mais Alain, de quoi vous parlez? Quand le chef de l'État dit je n'ai pas demandé, mais si le peuple veut. Mais de l'autre côté, il y a un député de l'Union sacrée qui met en place une proposition de loi sur les référendums. Et quand vous lisez cette proposition de loi, l'article 87, je crois, 90, là, vous trouverez des moyens pour effectivement contourner l'article 220. Donc, alors, au stade actuel, logiquement, il y a une volonté manifeste de pouvoir changer la Constitution au besoin, contourner les articles 220 à travers cette loi qui fixe les conditions liées à l'organisation du référendum. Pourquoi cette intention, selon vous, du chef de l'État qui autrefois était dans l'opposition? Il existe des déclarations de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, sous le président Kabila, s'opposait également à une démarche pareille de changement ou révision de la Constitution. Pensez-vous que le fait de quitter l'opposition et être à la tête du pays, désormais au pouvoir, les intentions changent ou on change selon les circonstances parce qu'on ne comprenait pas très bien les choses avant? Je vais vous répondre. Vous savez, pour celui qui considère le pouvoir comme un cadre pour servir, ne va pas agir de la sorte. Pour celui qui considère le pouvoir, la politique, comme un cadre pour servir, il fera son premier mandat. On a vu le président Hollande. Il a fait le premier mandat, il s'est dit, bon, au regard de ce que j'avais promis, je ne l'ai pas fait, je me retire. Tu vois, des gens, déjà par ses idées, il sait qu'accéder au pouvoir, c'est pour servir. Mais quand on accède au pouvoir, c'est pour se taper de maison, pour s'enrichir personnellement,
bon, écoutez, le pouvoir fait changer des choses dans ce sens-là. Moi, je considère que Félix Tshisekedi peut avoir ses idées. Il peut se considérer comme celui qui a une vision beaucoup plus développée de la République. Il peut se considérer comme quelqu'un qui a la volonté de développer, de pacifier le pays, mais il doit être encadré par des règles de droit. Et ces règles de droit sont consignées par un document qu'on appelle la Constitution. Et la Constitution lui a permis de prêter serment, lui a permis de gérer. Donc je ne le vois pas, s'il est réfléchi, si en tout cas il garde toutes mesures conservées, et prend des initiatives dans le sens à s'éterniser au pouvoir. Moi, quand je le vois, je me dis, bon, on a travaillé avec lui dans les cadres de rassemblement. Donc nous aimerions le voir après ces mandats, sortir par la grande porte. Sortir par la grande porte. Parce que c'est connu, tous ceux qui s'éternisent au pouvoir, ils essayent de museler l'opposition. Aujourd'hui, on nous traite d'opposition à péter. Il n'y a pas d'opposition. Mais ils oublient. Mais à un moment donné, le peuple se réveille toujours. Mais quand le peuple se réveille, la fin a toujours été fatale. Mais c'est donc qu'on ne veut pas. Justement, parlant de l'opposition, comment l'opposition devrait s'organiser pour barrer la route à cette démarche qui, clairement, selon vous, de l'opposition, est une démarche visant à changer ou réviser, à changer la Constitution ou réviser les articles verrouillés par le pouvoir en place? Bon, écoutez, l'opposition s'organise de la manière la plus stratégique, et des choses que je ne saurais pas développer ici. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'opposition s'organise et s'organise très bien. Mais l'opposition, ce sont des personnes qui sont appelées à disparaître aussi un jour. Mais ce qui est important, c'est que la population, c'est l'idée qui est distillée au sein de la population, c'est que nous voulons un État qui respecte ses règles, qui respecte ses propres lois. Nous voulons un président qui est là, et non lorsqu'il voit les avantages du pouvoir, qu'il soit omnibulé par ce qu'il a trouvé comme avantage ou privilège, qu'il soit développé des sentiments à pouvoir s'éterniser au pouvoir. Ça, le peuple ne veut pas. On peut aujourd'hui dire Fayoulou, bon, c'est un humain, il peut mourir un jour. Il y a Kabounde, il y a Sessanga, Katumbi. Ce sont des hommes. Mais l'important, c'est que la population ne veut plus. La population veut que cet élan démocratique soit pérennisé. Et ça sera pérennisé par le respect des cycles électoraux. Vous êtes élu, vous faites vos 2 mandats ou un mandat, vous partez. C'est ça ce que veut la population. Alain, on a connu Mobutu était tout puissant. Quand je vois les jeunes gens de Force du Progrès, je vois des leaders de l'UDPS en train de communiquer, je suis offusqué parce que nous, on était encore petits, mais on suivait la politique. On a vu Mobutu, le tout puissant Mobutu, mais on sait la manière dont il a fini. Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont chanté pour Kabila. Kabila Totondi Ote. On a vu des gens comme Alain Monsenepo qui étaient prêts à tout pour que Kabila... Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui chantent pour Tshisekedi de la même façon. Mais moi, j'invite le président Tshisekedi à réfléchir et à tirer des leçons. C'est important. Tout à l'heure, on parlait de la loi, la proposition de loi de Gaspard Ngondankoy, qui est député national élu pour le compte de l'Union Sacrée de la Nation. Il est membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il a initié une démarche pour ouvrir la voie à, beaucoup disent, c'est pour ouvrir la voie à un référendum. Lui précise que c'est pas dans l'immédiat. Il veut juste qu'on actualise un peu la loi sur l'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Pour vous, lorsqu'on parle de la machine du pouvoir en marche pour le changement de la Constitution, pour permettre au chef de l'État un 3e mandat ou un glissement ou s'éterniser au pouvoir, le fait que ces députés nationaux, membres de l'Union Sacrée, initient cette démarche-là n'est pas un hasard. Non, c'est pas hasard, vous le dites très bien, c'est pas hasard. J'ai la loi, la proposition de loi du député Gaspard Ngondankoy. En fait, d'emblée, je dirais que ça ne passera même pas. Parce que je suis en train de me poser la question si cette loi, elle est ordinaire ou organique. Si, excusez-moi, ordinaire, alors après son adoption au Parlement, ça sera promulgué. Mais si c'est une loi organique, il faudra recueillir l'avis de la Cour constitutionnelle. Parce que quand vous lisez cette loi, il y a beaucoup de contre-vérités, il y a beaucoup de dispositions qui violent l'esprit et la lettre de la Constitution. Je suis à l'article 87.
Ici, il est dit, l'article dispose, lorsqu'à la suite d'un dysfonctionnement majeur, paralysant ou menaçant de paralyser les institutions de l'État, les règles touchant aux matières interdites des révisions constitutionnelles ne sont plus adaptées à la situation politique, économique et sociale ou culturelle du pays, le président de la République peut, avant toute initiative institutionnelle, recueillir pour avis l'opinion des experts convoqués pour une instance nationale représentative des disciplines scientifiques intéressées par des questions constitutionnelles. Qu'est-ce qu'il est dit concrètement? Il est dit ici, lorsqu'on observe les crises, ces crises sont, dont à l'origine sont des articles déverrouillés, mais le président peut consulter des experts. Et là, je pose la question au professeur de droit constitutionnel. Pour toucher à ces articles-là, pour faire face, pour trouver des solutions à cette crise. Oui, oui. Je pose la question. Il peut nous donner la valeur juridique de résolution de ces experts. Quand on mettra en place une structure d'experts qui vont essayer de voir comment faire en sorte que ces articles soient déverrouillés. Il peut nous donner la nature juridique des résolutions de ces experts. Donc, il ne peut pas y avoir une loi qui puisse violer de manière intentionnelle des dispositions verrouillées dans la Constitution. C'est impossible. Donc, cette loi veut clairement dire, lorsque celui qui gère le pays trouve qu'il y a un problème qui nécessite, excusez-moi, qu'on touche à l'article 220, le président de la République peut consulter, mettre en place... Il ne parle pas d'article 220, il parle il peut toucher à des articles... Excusez, Alain, dans notre Constitution, c'est l'article 220 qui protège un certain nombre de matières qu'on ne veut pas qu'on touche. Donc, clairement, il parle de l'article 220. Alors, je rappelle ici que lui, le député Paul Gaspard Ngondakoy, parle d'une démarche strictement juridique. Il ne parle pas de l'organisation d'un référendum, mais il dit vouloir actualiser, à ce que soit actualisée la loi sur l'organisation des référendums en République démocratique du Congo, l'actuelle loi étant devenue obsolète, d'où cette proposition de loi, on l'a dit, relative à l'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Est-ce que ça ne devrait pas, ou le député en question ne devrait pas aussi peut-être approcher l'opposition pour expliquer à l'opposition sa démarche clairement? Bon, en toute honnêteté, ce qu'il faut relever, c'est qu'il est en tout cas, son droit. Son droit d'initier une proposition de loi. Vous savez, les députés, ils ont cette mission-là, d'initier, de voter de loi. Ça, c'est clair, il est dans son droit de faire tout ça. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas initier des lois qui, intentionnellement, a des visées, des violations de dispositions constitutionnelles. Parce que quand vous lisez notre Constitution, il y a des matières qu'on a voulu délibérément verrouiller, qu'on ne touche pas. Donc, mais quand il initie une loi avec un objectif clairement délibérément décidé de vouloir contourner cela, et je ne crois pas qu'il soit tout simplement dans son rôle de député. À le comprendre, pour lui, lorsqu'il y a une forte crise, lorsque ça ne marche pas, on peut toucher, si on doit le dire comme ça, aux fruits interdits. La priorité, c'est de craindre qu'un chef de l'État s'éternise au pouvoir, où la priorité devrait aussi être d'apporter des solutions aux crises qui dérangent l'évolution de la nation. Ça, c'est une très bonne question, monsieur Alain. Dites-moi, ça fait déjà, Kabila a fait des mandats, tu sais à son deuxième mandat. À son deuxième mandat, ça fera, je pense, 15 ans, 17, ou 20 ans, je dis 20 ans depuis parce qu'on venait de fêter le 20e anniversaire de la Constitution. Dites-moi, que ce soit à l'époque de Kabila ou pendant qu'il était des présidents, est-ce qu'il y a eu des articles, il y a eu des crises ou des matières qui sont verrouillées à l'article 220 qui, par moment, ont dérangé la gestion de la RDC ou un président de... Comment est-ce que je peux bien m'exprimer par rapport à ça? Il y a eu des circonstances relevant des matières verrouillées qui n'ont pas permis à un président de bien diriger le pays ou de bien exécuter son programme de gouvernance. Je ne pense pas. Même c'est vous qui posez des questions aujourd'hui, mais vous pouvez répondre si vous en avez. Depuis que Kabila était, il a fait, je crois, 12 ans. Je ne me rappelle pas. Il a fait 12 ans. Tu sais qu'il dit jusqu'ici, c'est 7 ans. Mais ce que vous avez vu, déjà, il y a
quelque chose qui empêche le président de bien gérer, de bien gouverner, et dont la solution serait de toucher à ces articles verrouillés? Je ne pense pas. Ce n'est pas que les gens qui ont rédigé, qui ont travaillé à la mise en place de cette constitution ont été bêtes. Ce sont des gens intelligents qui ont réfléchi à tenir compte de... Des humains comme vous et moi. Hein. Ils sont des humains. Ils ont été assistés par des experts, ils ont été assistés par des sociologues qui ont donné la matière et ils ont donné un document très intéressant. Moi, je ne pense pas aujourd'hui la solution soit pour développer le pays qu'on touche à ces articles. Ces articles, ce ne sont pas des simples articles, ce sont des clauses de protection d'un État. Parce que nous savons, quand on a accès au pouvoir, on développe des velléités de pouvoir s'éterniser. Justement, on dit non, monsieur, ça peut arriver, mais voilà la ligne rouge, on ne peut pas toucher à ça. Aujourd'hui, c'est qu'il est tenté de toucher, mais hier, il a dit à Kabila, ne touche pas au D-20. Il ne sera plus président après 2028. Il dira encore un autre, monsieur, ne touche pas à D-20. Donc, ce ne sont pas des simples articles, ce sont des clauses de protection. Ça ne protège pas des individus, ça protège toute une nation. Et moi, je voudrais dire aux amis que personne, en tout cas, personne n'a le droit de déchirer toute une nation pour s'assurer une destinée personnelle. Donc, je voudrais rester président et le reste... Regarde un peu comment est-ce qu'on gère le pays maintenant. Vous savez que nous avons des territoires occupés, des grandes villes. Mais à Kinshasa, on se comporte comme si rien n'était. Donc, continuez à diriger là-bas. Moi, je suis à Kinshasa, je suis président, je gère, j'ai des honneurs, et puis je me limite là. Or, les actions aujourd'hui devaient être orientées vers la pacification du pays. C'est pour ça, nous, à l'ECD, évidemment, à la MOCA avec le président Martin, nous considérons qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, il faut qu'on discute. Il faut dialoguer. Nous devons dialoguer parce que... Le président Tshisekedi veut des assurances, il l'a dit à sa conférence de presse. Qu'est-ce qui me rassure qu'une fois qu'on dialogue, il y aura le retour de la paix? Mais quelque part aussi, il peut avoir raison que le dialogue ne sera forcément pas la solution. Cher ami, il a le changement ou la révision de la Constitution. Il a raison, mais vous savez, vous et moi, que le président Tshisekedi, s'il veut avoir des assurances, ce n'est pas les cadres qui devaient poser la question pour avoir des assurances. Vous savez, ce n'est pas aux journalistes de poser la question, de demander des assurances. Des assurances, il faut demander aux gens avec qui vous discutez. Aux acteurs politiques. Aux acteurs politiques. Est-ce qu'il a posé cette question ou on ne lui a pas donné des assurances? Il y a des précédents, cher ami. À San City, les gens ont discuté. Après, il y a eu la paix. Le pays a été partitionné, divisé. Après San City, le pays a été unifié. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne veut plus. Les brassages a fragilisé notre armée. C'est des choses que nous regrettons. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus recommencer. On peut discuter tout en étant dans l'ordre institutionnel. Nous, on ne demande pas des dialogues pour entrer au gouvernement. Si c'était pour ça, on serait dans le gouvernement. On veut les dialogues parce qu'on considère que le pays est en danger. Vous le savez. Un dialogue qui doit réunir même ceux qui sont à l'étranger, notamment AFCM 23. Attends, d'ailleurs, cette question ne se pose plus parce que les présidents Tshisekedi discutent déjà avec ceux qui ont pris les armes. Ils ont discuté à Doha, ils ménagent à Genève, ils discutent. Mais la question qu'on se pose, il veut discuter avec ceux qui ont pris les armes, mais ceux qui n'ont pas pris les armes, il ne veut pas. Il y a déjà un dialogue avec les FCNV3 à Doha, vous savez. Mais ils discutent déjà. Quand il dit oui, dialogue, mais pas avec eux, mais ça signifie quoi? Doha qui est une suite, on peut dire, de les dialogues, nous considérons, cher ami, quand le président Martin insiste, parce qu'il sait, on lui a même posé la question, s'il n'y a pas de dialogue, l'alternative, c'est quoi? Il dit, il n'y a pas d'alternative. Nous devons discuter. Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Mais pourquoi aujourd'hui Kabila doit être en complicité avec les Nanga et les consorts? Nanga a dirigé la CENI. C'est une personnalité qui méritait d'être respectée pour avoir dirigé l'institution d'appui à la démocratie, la CENI. Mais pourquoi ils ont pris les armes? Donc moi je pense que le président Martin a raison de considérer que la vraie solution demeure les dialogues nationaux inclusifs au cours desquels les Congolais se diront des vérités. Cependant, il ne faudrait pas non plus justifier la prise des armes pour s'opposer à la gestion lorsqu'on estime que cette gestion ne répond pas aux exigences des lois de la République. Je veux dire une chose, Alain. Justement pour ça que nous voulons aussi que cette constitution ne soit plus massacrée, ne soit plus désacralisée. Parce qu'à San City, il a été très bien dit, plus jamais
plus jamais que aucun Congolais ne puisse recourir aux armes pour accéder au pouvoir. Et vous voulez accéder à des fonctions de responsabilité, les élections. Mais il y a aussi un problème, et ça j'ai toujours l'habitude de le dire, ceux qui gagnent des élections ne sont jamais proclamés. Et donc nous voulons empêcher les gens de recourir aux armes pour accéder au pouvoir. D'autre part, nous avons mis en place un système qui ne permet pas ceux qui gagnent des élections puissent être proclamés. Et voilà, c'est ce problème aussi qui nécessite d'être traité lors d'un dialogue national. Parce que là, on se dira des vérités. Autre chose, cher ami. Vous savez, ceux qui ils prennent les armes, on posait la question, ils prennent les armes, pourquoi? Nanga, pourquoi Nanga a pris les armes? Nanga dit, ben, tiens, c'est moi qui ai fait de Tshisekedi ce qu'il est. Il a même parlé d'un monstre. Il doit défaire ce monstre-là. D'autres parlent de problème de gestion du pays. Il faut rappeler à ces gens, on ne trahit pas les destins de tout un peuple. Il n'appartenait pas à Nanga de décider sur l'avenir de la RDC, de déplacer qu'il veut à raison de ses considérations personnelles. Nous sommes un État qui fonctionne sur base des règles. Et ces règles-là sont des règles qui émanent de la volonté de la population. Donc il n'appartient pas à un individu, président de la CENI soit-il, de s'arroger le pouvoir de décider. D'où quel sort pour ceux-là qui sont affiliés à la FC M23? Est-ce qu'ils doivent, vous pensez toujours qu'ils doivent participer eux également au dialogue national, à l'initiative? Je réponds. J'allais dire un truc dans la question précédente que je... Maintenant, Alain, la seule façon d'étouffer ou de décourager ceux qui recourent aux armes pour accéder au pouvoir, c'est d'avoir aussi une armée forte. Organisons notre armée. 7 ans à la tête de la RDC, moi, personnellement, je n'ai pas vu l'intention ou la volonté du président Tshisekedi de pouvoir organiser l'armée. Je n'ai pas vu. Parce que l'armée, on ne l'organise pas par des simples déclarations, l'armée, on l'organise par des actes. Il faut recruter, il faut équiper, former, et les traitements. Il faut bien payer les militaires. Et pourtant, ce que vous évoquez, le président Tshisekedi l'a fait. Il y a eu vous savez, je ne réponds pas, vous savez combien touche. Vous savez combien touche. Parlons un peu. Vous savez, les gens communiquent, mais communiquent pas très bien. On ne va pas décourager les militaires ici. Hein. Non, mais attends, mais ce sont des gens, moi je milite en tout cas. Le salaire a été doublé, est-ce que vous le reconnaissez? Les salaires des militaires a été doublé, c'est bon. Mais il touche combien maintenant? C'est combien? Un militaire touche combien? On parle pour ceux qui sont au franc, dont le salaire avoisine, le solde avoisine les 500 $ américains. Non. Prenons un militaire congolais touche combien? Un militaire congolais touche combien? En tout cas, on parle de 500 $ américains pour ceux qui sont au franc. Non, vous parlez de ceux qui sont au franc. Combien sont au franc? Combien sont restés? En tout cas, je n'ai pas de précision pour ceux qui sont... Nous devons vous avez des chiffres? Nous devons améliorer les conditions. Si vous avez des chiffres, vous nous donnez, ça va nous aider. Nous devons améliorer les conditions de vie de nos militaires. Si nous voulons avoir une armée forte, il faut renforcer l'effectif. L'effectif, il est faible. Il faut former les militaires. Il faut la logistique. Nous devons avoir de l'armement. Et il faut mieux payer les militaires. Il ne faut pas passer sur un plateau de télévision qu'il y a et quand dire même, des choses qui ne cadrent pas avec la vérité. Équipés, je reviens maintenant. Il ne faudrait pas quand même, puisque vous êtes de l'opposition, de nier tous les efforts en matière de renforcement de capacité de notre armée. Cher ami, je te connais, tu es parent responsable. Si aujourd'hui vous avez comme salaire 500 000 francs, vous faites quoi? 500 000 francs, vous faites quoi? Il faut laisser madame s'organiser avec. C'est pas ça ce que nous voulons de notre armée. Il faut encourager s'il y a quelque chose qui est fait dans les sens. S'il y a amélioration. Il faut encourager, mais c'est pas 500. C'est pas non. Soyons humains. C'est pas 500. Quand moi je parle de l'organisation de l'armée, je vois pas 500 000 francs. Je reviens maintenant à la question que vous avez posée, si on veut discuter effectivement avec ceux qui ont pris les armes. Je vous ai répondu que nous voulons effectivement un dialogue national inclusif. Nous devons sans écarter qui que ce soit. Toutes les parties prenantes. Parce que comment vous allez discuter du retour de la paix, la fin de la guerre sans les Nanga, sans ces gens qui ont pris les armes? Nous allons discuter avec eux, on les mettra devant les responsabilités. Entre-temps, ils seront blanchis. On oublie les atrocités. Vous savez, il y a la justice transitionnelle. Il y a la justice transitionnelle qui sera mise à musique. Vous savez, la justice transitionnelle, il a ses étapes.
Il y a les regrets, il y a pardon, réparation. On tourne en rond donc. Et après, attention, je termine. Après, il y a les sanctions. Il y a les sanctions après. C'est pas on sera sorte, on mettra en place un purgatoire. Combien des anciens, je ne parlerai pas de rebelles, de ces anciens-là qui ont pris les armes, qui ont été dans le CNDP, RCD, tous ces mouvements qui avaient pris les armes ont été sanctionnés. Vous l'avez évoqué ici, il y en a qui sont avec le président de la République en train de travailler, d'autres au sein de l'opposition. C'est les passés, je l'ai dit, ce sont des choses qu'on a décriées. Je venais de parler du brassage, où nous avons vu des rebelles intégrés dans l'armée, et cette intégration aujourd'hui fragilise notre armée. Ce sont des choses qu'on ne peut plus encourager. Il en va de même avec ceux qui ont commis des crimes. Mais Alain, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans les viseurs même de la CPI. Parce que pour la plupart des cas, ceux qui commettent là, ce sont des crimes qui peuvent être aussi pris en charge. On organise un dialogue avec AFCM 23, également l'opposition non armée. Au finish, ceux-là réclament d'être blanchis. Qu'est-ce qu'on fait? Tout va se décider dans ce dialogue-là. Il y aura forcément une dynamique qui va se dégager et il y aura certainement des solutions. Mais avec le président Tshisekedi qui reste au pouvoir. Mais attends, Alain, nous on ne demande pas les dialogues pour renverser le président Tshisekedi ou pour renverser l'ordre institutionnel. Mais nous sommes des défenseurs acharnés de la Constitution. Comment est-ce qu'on peut vouloir renverser le président Tshisekedi? Comment est-ce qu'on peut le renverser lors d'un dialogue? J'avais vu, j'étais vraiment offusqué, Jean-Pierre Bemba avait dit les Cinco, ils voulaient à travers ces dialogues inverser le président. C'était grave. Nous voulons un dialogue, justement, parce que nous considérons que dans ce dialogue, on traitera des questions qui touchent à la sécurité, à l'économie, à la survie, même à la guerre. Mettre en place une commission vérité et pardon, comme ailleurs. Mais non, mais attends. Comme ça, Nanga pourra aussi postuler après 2028, pourquoi pas? Je vous dis, il ne m'appartient pas, moi, de prédire ce qui serait dit là-bas, mais ce que moi je dis, qu'il n'y a pas de solution. Le dialogue reste la seule solution. Pour sortir la République démocratique du Congo de la crise. Il n'y a pas de. Mais il y aura une dynamique, mais ce n'est pas que ça va s'apparenter à une sorte de blanchisserie pour blanchir ceux qui ont commis des... Blanchisserie non, ce n'est pas le cas. Pour blanchir justement ceux qui ont touché aux armes. Ce n'est pas le cas. Chacun portera, assumera sa responsabilité. Chacun assumera sa responsabilité. Ce qui veut dire qu'on organise un dialogue. Ceux qui ne peuvent pas être blanchis devraient répondre de leurs actes. Absolument, absolument. Le dialogue, ce ne serait pas un purgatoire où ce serait un endroit où vous entrez pour vous laver. Non, non. Il y a des gens, moi, en fait, le pouvoir, le régime de Kinshasa, il a perdu tout simplement. Parce que ce serait à son avantage. Parce que quand le président comme Martin, il dira aux gens, Nanga, tu as pris les armes parce qu'on t'a pris des carrés miniers. Mais moi, j'ai gagné en 2018, on m'a ravi la victoire. Pourquoi je n'ai pas pris? C'était la raison fondamentale. Je pouvais prendre les armes, mais pourquoi je n'ai pas pris? On m'a tiré dessus ici, par Kabila. Le finance se trouve. Mais je n'ai jamais recouru aux armes. Vous pensez que vous êtes des Congolais extraordinaires? Pour peut-être la dernière question, parce qu'on est à la fin de cet entretien, pour bien organiser ce dialogue, est-ce qu'il faut qu'il soit justement convoqué par le pouvoir en place, par le président Tshisekedi, ou il faudrait remettre en danse les CC-Senko et peut-être associer les autres mouvements de confession religieuse, et est-ce qu'il faut l'organiser ici en République démocratique du Congo? Très bien, ça c'est une bonne question. Le dialogue doit être convoqué par le président Tshisekedi. On lui reconnaît la qualité de convoquer le dialogue. Ça c'est de un. Et maintenant, le lieu. Donc, parlons de la médiation. Nous souhaitons que ce soit les évêques de la Cinco avec les pasteurs de l'ECC, parce que nous considérons que ce sont des gens qui n'ont pas d'intérêt politique. Ce ne sont pas des gens qu'on a traités de léprés par les autres. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, gardent encore leur dignité. Ce sont des gens neutres. Pourtant qualifiés comme des politiques en soutane. Des politiques en soutane, parce qu'aujourd'hui, ils demandent à Tshisekedi de respecter la Constitution, ils demandent à Tshisekedi de convoquer le dialogue. Mais hier, quand ils demandaient à Kabila, Tshisekedi applaudissait. Non, soyez cohérents.
sont incohérents envers nous-mêmes. Nous voulons que ce soit les évêques donc, de l'ancien le président Tshisekedi qui convoque le dialogue, dialogue, la médiation, nous souhaitons qu'il ne soit pas associé aux autres confessions religieuses. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout celui qui peut apporter des... Eji Bayama Pia et les autres. Eji Bayama Pia, il est pasteur, mais c'est un homme politique. Eji Bayama Pia, c'est un pasteur, mais il est un homme politique. Vous savez que Eji Bayama Pia a été député en 2006. Postulé, il a gagné. Il y a des hommes de Dieu qui postulent. Non, cher ami. Il ne faudrait pas qu'on lui colle une casquette qui n'est pas sienne. Donc, on peut également l'associer. Non, lui, c'est un homme politique. Parce qu'il a postulé en 2006, il a gagné. Il a siégé 5 ans au Parlement. En 2011, il a postulé. Il n'a pas gagné, et ainsi de suite. C'est un candidat. Il ne faudrait pas le considérer. Non, lui, c'est un politique. Il est pasteur. Mais la confession religieuse, c'est une plateforme de la société civile. Ça aussi, il faut bien préciser. C'est vrai, il y a des pasteurs qui sont des acteurs politiques à part entière. Mais il y a des pasteurs il est pasteur, mais il ne fait pas la politique. Lui peut être considéré comme un acteur de confession religieuse. On va aller rapidement. Le président Tshisekedi convoque le dialogue. Oui. La médiation, c'est la CCCNCO, associée à d'autres confessions religieuses. Il n'y a pas de problème. Et le lieu pour mettre tout le monde à l'aise, pas en République démocratique du Congo. Bon, nous considérons ceci, cette question. C'est vrai, il y a certains opposants qui vont absolument participer à ces dialogues, à raison de leur poids politique, à raison de leur apport, mais qui se trouvent être à l'étranger, pour des raisons sécuritaires ou pour des poursuites judiciaires. Mais attends, on a vu à l'époque comment les choses se passaient. Il y a des mesures de décrispation qui ont été prises. Il y a ceux qui étaient venus en toute quiétude. Ils ont travaillé et puis ils n'ont jamais été inquiétés. C'est ce que nous voulons. Si le président Tshisekedi souhaite assez que ça se passe à Kinshasa, mais il n'a qu'à prendre des mesures de décrispation. Des mesures sincères de décrispation. Comme ça va rassurer tout le monde. Les membres de AFC M23 se sentent à l'aise. Mais si ces mesures sont prises de manière sincère, il n'y a pas de problème. Mais pour des raisons de garantie ou de sécurité pour tout le monde, mais ça peut être organisé à l'étranger. En Angola, par exemple, il n'y a pas de problème. Ou à Doha également. Il n'y a pas de problème. À Doha ou en Angola, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est que les mesures de décrispation soient prises pour rassurer les uns les autres. Merci à vous, Maître Jiré Sanzala. Je rappelle ici que vous êtes au cadre au sein de l'ECID, parti cher à Martin Fayoulou, qui est coordonnateur de la plateforme politique Lamouka. ECID qui veut dire Engagement pour la citoyenneté et le développement. On a peu parlé de l'accord de Washington, on a peu parlé des relations entre le président Tshisekedi et Paul Kagame. Quand je parle de relations, c'est que ce qui lie ces deux personnalités à travers l'accord de Washington, peut-être un mot, on a comme l'impression, en tout cas c'est ce qu'on a constaté, que sur le terrain, l'accord de Washington tarde à prendre corps et le président Kagame semble loin de respecter ses engagements. Vous l'avez dit, le président Kagame semble loin de ne pas respecter les accords, mais il faut aussi noter ce que dans les chefs de Donald Trump, il essaye, dans ses prises de position, d'aménager un peu Kagame. Nous avons vu, il a pris des sanctions contre Kabila. Par ailleurs, nous avons encouragé. Bon, à un mois donné, on s'est dit, pourvu que ces accords, ces sanctions nous apportent la paix. Si ça ne va pas nous apporter la paix, bon, on se pose des questions sur l'importance. Mais quand est-ce qu'il va commencer à frapper Kagame? Parce qu'il est clairement établi que Kagame, c'est lui le patron de FCM23. On a des militaires rwandais. Et donc s'il y a quelqu'un qu'il fallait sanctionner, c'est le président Kagame. C'est le président Kagame qu'il faut. Autant qu'on a sanctionné Kabila, si effectivement il a des ramifications avec l'M23, mais nous aurions voulu voir aussi Donald Trump ou l'administration américaine sanctionner Kabila. Kagame. Parce que Kagame, c'est lui le vrai maître. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Il n'y a pas de raison. Pour terminer, je voudrais appeler à beaucoup plus à un sens de responsabilité de ceux qui gèrent encore le pays. Parce que, vous savez, quand je vois en 2016 comment les hommes politiques encourageaient Kabila de faire les passages en force, encourager. Il y a des gens, tous ces gens aujourd'hui en l'air, on peut commencer à les compter aujourd'hui, ils sont maintenant avec Tshisekedi.
Et ils font la même chose. On ne va pas citer les noms. Hein. Nous connaissons ces gens. Je peux citer. Ça va m'engager, si vous voulez. Mais je ne cite pas. On ne va pas gêner les gens. Mais j'appelle le président Tshisekedi à beaucoup plus de responsabilités. Vous savez, le président Martin l'a rappelé, ça serait vraiment... c'est très grave de voir les fils des Sphinx qui a construit sa vie sur l'éclosion de la démocratie d'un état de droit et que son fils soit celui qui aura fragilisé les pays, cassé les partis républicains. Et ça, des choses qu'on ne va pas tolérer. Il devrait faire comme le président Kabila, également organiser les élections pour qu'il y ait un nouveau président qui reçoit les symboles du pouvoir. Je terminerai ces émissions. Via l'ancien je serais mal vu si je ne précise pas une chose. Ça, il faut enlever dans la tête des gens. Vous savez, les gens disent l'article 70. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais Alain, vous avez dit, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Est-ce qu'on a dit jusqu'à l'élection du nouveau président? Oui, mais c'est seulement à travers les élections qu'on organise, qu'on peut avoir un nouveau président élu. C'est important, je voulais dire ça pour aider les Congolais. Il n'est pas dit, il reste en fonction jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'élection, jusqu'à l'installation, on suppose qu'il y a eu déjà élection et qu'après l'élection, il y a des contestations qui entrent dans le cadre des contentieux électoraux. Il faut gérer ça. Mais lui, qui a vu l'élection... En tout cas, jusqu'à l'investiture, il va... Sans élection, on ne sait pas installer quelqu'un d'autre. Sans élection, et surtout dans les cas d'espèce, il y a manifestement l'intention de ne pas les organiser pour demeurer au pouvoir. Nous allons considérer... Non, je n'active même pas, je ne suis même pas là encore à l'article. Nous allons considérer par cet acte qu'il y a vacance au niveau de la présidence de la République et le président du Sénat, il pourra... on va pousser à la démission pour que la petite transition soit gérée par le président du Sénat conformément à l'article 75 et 76. Merci à vous, Maître Jiré Sanzala, juriste de formation, acteur politique ici. En tout cas, on vous a reçu comme acteur politique, cadre au sein de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement. Parti cher Martin Fayulu, merci et on espère vous avoir très prochainement pour évoquer d'autres sujets d'actualité. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pendant ce nouveau numéro d'entretien. Portez-vous bien et à très bientôt.